RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Gaël Lagadec, le président de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Gaël Lagadec, bonjour. Bonjour. Je précise que vous êtes également chercheur spécialiste des analyses économiques des compétitions électorales et notamment évidemment vous surveillez de près ce qui se passe régulièrement aux États-Unis. On va revenir avec vous sur ces fameuses élections de mi-terme qu'on appelle de mi-mandat qui ont lieu 2 ans après qu'un président américain accède au pouvoir et qui consiste à renouveler la Chambre des représentants et le Sénat. Peut-être faut-il rappeler ce que sont ces deux institutions aux États-Unis et ce qu'elles représentent politiquement. Les deux sont des assemblées législatives qui ont des rôles en partie différents. Les deux votent des lois fédérales, mais le Sénat est également compétent pour toutes les nominations des hauts fonctionnaires, notamment des juges, tandis que la Chambre des représentants a notamment l'initiative du budget. Après, les deux doivent voter la même chose pour que les lois puissent être promulguées. Alors, un petit mot là-dessus, puisqu'on parle donc du mi-terme, la Chambre des représentants, c'est 435 élus, réélus entièrement tous les 2 ans, tandis que le Sénat, c'est 100 élus, 100 sénateurs, renouvelés par tiers avec des mandats de 6 ans. Voilà. Alors, le résultat de ces élections de mi-terme, c'est que la Chambre des représentants, qui est renouvelée complètement, est redevenue démocrate d'une certaine façon, même si elle était déjà à forte tendance démocrate, mais le Sénat, lui, est resté républicain, c'est-à-dire que concrètement, les chambres n'ont pas la même couleur politique. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va peser sur les 2 ans du mandat qui reste à Donald Trump ? Le Sénat ne change pas de couleur. Il était républicain, c'est-à-dire qu'en pratique, il est rouge, puisque le rouge est la couleur des républicains aux États-Unis et le bleu des démocrates. En effet, la Chambre des représentants, au contraire, elle devient démocrate. Ça va signifier que il y aura une certaine paralysie, mais qui est assez fréquente, en fait, quand la Maison-Blanche et le Sénat ou la Chambre des représentants ne sont pas de la même couleur. On peut dire quand même que on est dans une forme de cohabitation qui est connue en France, mais fréquente aux États-Unis, puisqu'il est vraiment très fréquent qu'un président perde les élections de mi-mandat. C'est ce qui est arrivé à Barack Obama dans ses 2 mandats, d'ailleurs. Oui, et d'ailleurs, très fortement, la première élection de mi-mandat, il perd 64 représentants. La deuxième, donc, respectivement 2010-2014, il en perd encore 13. Évidemment, on note que ça ne l'a pas empêché d'être réélu entre les deux. Et là, il y a encore une différence, c'est que Obama perdait aussi des sénateurs, tandis que Trump n'en perd pas. Alors, quand on scrute les résultats de ces élections qui viennent de se terminer aux États-Unis, on s'aperçoit finalement que Donald Trump a très peu perdu de sa base électorale qu'il avait portée au pouvoir il y a 2 ans. Il conserve un électorat très fort. En résumé, sa base électorale, c'est les États ruraux et peu peuplés, mais dans ces États, un électeur vaut plus que dans les grands États peuplés, dans les grandes villes par exemple. C'est le système américain qui le fait, et là on constate en effet que là où s'était jouée la victoire de Trump, il reste très fort, en général il reste en tête, parfois il reprend même l'avantage par rapport aux élections législatives d'il y a 4 ans. Est-ce que ça s'est joué comme pour son élection sur quelques États, quelques comtés très précis ? Oui et non, parce qu'il y a quand même beaucoup d'élections. On a les représentants, on a les sénateurs, on a aussi les gouverneurs. Là, l'enjeu était des deux côtés d'avoir un référendum pour ou contre Trump. Les démocrates espéraient une vague bleue. En fait, ils ne l'obtiennent pas. Et Trump résiste très bien, que ce soit dans les trois types d'élections. Alors, ça se joue pas à un siège ou à un comté comme ça peut le faire au niveau de l'élection présidentielle, parce que dans l'élection présidentielle américaine, un État, il suffit d'avoir une voix d'avance, par exemple sur 3 millions d'électeurs de l'État, et on a tous les grands électeurs de l'État. Évidemment, là, on a des effets de bascule qui sont majeurs. C'est pas le cas ici. Pourquoi les démocrates n'arrivent pas à renouveler comme ça leur classe politique et à percer ? Parce que, vu d'ici en tout cas, tel que c'était présenté, on a l'impression que c'était un boulevard qui leur était offert, tellement Trump était critiqué, et on s'aperçoit qu'ils n'arrivent pas à capitaliser sur une partie de la déception de Donald Trump. Oui, beaucoup pensaient en effet que les outrances, l'hystérie quotidienne de Donald Trump allait le desservir, mais c'est déjà ce qu'on disait dans la campagne présidentielle il y a 2 ans, et à chaque fois on se disait là il a été trop loin. Au bout du compte, il gagne. Ce qu'on constate, c'est qu'en effet les démocrates
n'arrive pas à capitaliser sur le rejet du président. Alors il y a des raisons à cela. L'économie va très bien, donc c'est pas super simple de mener campagne quand on est dans l'opposition. Et puis les thématiques de Trump qui sont celles qu'on peut résumer comme guerre culturelle, elles sont en partie prises en compte et contrées par les démocrates en faisant émerger des candidats de la diversité, mais pour autant ça fait pas une politique nationale. Et Trump, il a son électorat bien installé dans tous les États centraux, tous les États ruraux, et on constate également que ce qu'il avait obtenu comme majorité dans les États industriels du Nord, autour des Grands Lacs, eh bien, il reste de ce point de vue-là dans la majorité républicaine. Alors, Donald Trump, au lendemain de ces élections, a quand même tendu une main, on va dire, vers les démocrates en disant on a peut-être intérêt à travailler ensemble, notre pays est formidable, enfin, etc. Il a employé les mots qu'on lui connaît. Est-ce que vous pensez que son appel va être entendu et que les deux chambres, finalement, vont cohabiter intelligemment ? On a une tradition aux États-Unis de consensus bipartisan, comme ils les appellent. On les voit souvent sur les aspects budgétaires. Pour autant, évidemment, ça semble très improbable. Et pour Donald Trump, tendre la main, c'est plutôt, à mon avis, pour préparer l'opinion, à dire, regardez, les démocrates refusent de travailler avec moi. Et à mon avis, comme il pourra plus faire voter de grandes lois fédérales. D'ailleurs, il n'en a fait voter qu'une, c'est sa réforme fiscale, sa principale loi quasi unique. Il dira, il y a de l'obstruction, point de vue des démocrates, et comme la Chambre des représentants et le Sénat, le Congrès américain est très impopulaire, encore plus impopulaire que la fonction présidentielle, eh bien, je pense qu'il aura beau jeu de capitaliser sur cette obstruction. Ça veut dire que quelque part, à l'occasion de ces élections de mi-terme, il est rentré en campagne déjà pour sa réélection dans 2 ans ? Aux États-Unis, on est un peu tout le temps en campagne parce qu'il y a une élection nationale tous les 2 ans. Et c'est soit l'élection présidentielle avec une partie d'élections législatives, le renouvellement dont on a parlé, soit les élections de mi-mandat. Donc, comme la campagne elle-même dure presque 1 an, on a 1 an de pré-campagne, 1 an de campagne, etc. Et là, il est, à mon avis, clairement en campagne, notamment en préparant, comme on l'évoquait, l'opinion à dire « je ne peux plus rien faire parce que je suis bloqué par les démocrates ». Ce qui le ramènera à ces thématiques de campagne il y a 2 ans, c'est « je suis seul contre le système me bloque et j'en appelle au peuple ». Ouais, on a vu encore avec une passe d'armes assez violente contre un journaliste de CNN en conférence de presse. Hein. Ouais. Il maintient cette ligne anti-système, anti-média, etc. Hein. Oui, absolument. Ouais. Encore 2 questions. Que pensez de son limogeage du ministre de la Justice qu'il a annoncé au lendemain des élections ? Il aurait pu le faire une semaine avant, il a choisi de le faire après les élections. Alors, le ministre de la Justice, c'est Jeff Sessions. Il le limoge en effet, le lendemain. C'est pour montrer, enfin, c'est un acte d'autorité, à mon avis. Évidemment, ça s'interprète comme cela. Mais il faut savoir que Trump, il est quand même très embarrassé par l'enquête qu'on appelle l'enquête russe, sur les connivences entre son staff de campagne et une puissance étrangère, en l'occurrence la Russie, dans la campagne d'il y a 2 ans. Donc cet embarras, il est aggravé par le fait qu'il y a un procureur indépendant qui enquête donc depuis maintenant 18 mois, qui a mis en examen une trentaine de personnes, dont 4 membres du staff de Donald Trump. Et normalement, ce procureur, il est sous l'autorité du ministre de la Justice. Mais, en l'occurrence, le ministre Jeff Sessions, donc, il s'était récusé, et c'était le numéro 2 du département de la Justice qui chapeautait l'enquête en limogeant le ministre, en mettant en intérim son directeur de cabinet. Eh bien, on peut s'attendre à ce que Donald Trump entrave de tout son poids cette enquête. Alors, il y a des façons très brutales, il peut même limoger le procureur indépendant, le procureur spécial, mais c'est quand même politiquement coûteux, ou bien il peut aussi, à travers le ministère, le département de la Justice, assécher financièrement les moyens de l'enquête. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, Gaël Lagadec, la Chambre des représentants est désormais à majorité démocrate, le Sénat est resté à majorité républicaine, les 2 chambres vont donc un peu se neutraliser, il y a une cohabitation qui devrait faire que sur la scène intérieure, Donald Trump aura du mal à faire passer de nouvelles réformes. Est-ce que ça veut dire qu'il va s'investir encore davantage sur la politique extérieure, finalement, qui est le seul secteur sur lequel il a les mains complètement libres ? Oui, alors en effet, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, parce qu'il a une politique extérieure qui n'est pas simplement isolationniste, mais qui est en grande partie belliciste. On le voit notamment dans ses relations avec l'Iran. On peut craindre en effet que sa politique, elle se traduise essentiellement au niveau international, avec une hystérisation des relations internationales et avec certainement le calcul que ça va encore mobiliser sa base, notamment contre le multilatéralisme, contre l'ONU, etc.
Un petit bémol, hein, c'est que quand même il a besoin il peut pas déclarer une guerre tout seul. Mais il y a d'autres éléments. Évidemment, on pense à l'Iran qui risque de monter en pression, d'autant plus que les Américains, quand ils décrètent un embargo, ils ont des dispositifs et avec leur puissance économique, ils peuvent poursuivre même des entreprises non américaines qui commercent avec les pays que eux frappent d'embargo. Donc ils ont une puissance économique qui est très importante, qui demeure très importante et surtout au service de leurs ambitions politiques. On pourrait peut-être dire pour conclure que un point un peu plus positif que le mur, en tout cas, qu'il voulait construire avec le Mexique, qui était un élément à la fois de politique intérieure mais étrangère, lui, il n'a plus aucune chance de voir le jour. La Chambre des représentants ne votera pas sur ce projet-là. Absolument. Merci beaucoup, Gaël Lagadec, d'avoir été avec nous ce matin.